Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, il affirme que les forces gouvernementales se rapprochent de la victoire. Les mots du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a exhorté mardi 30 novembre les rebelles du Tigré à déposer les armes. Le Soudan du Sud veut en finir avec la constitution provisoire de 2011. Le pays souhaite se doter d'une nouvelle loi fondamentale. Le gouvernement dit vouloir entendre les propositions de la jeunesse. Vers l'instauration d'une nouvelle taxe au Zimbabwe, un prélèvement de $50 sur les importations de téléphones portables. Objectif pour le gouvernement, renforcer les revenus toujours au plus bas en raison de la crise économique que connaît le pays depuis plus de 20 ans. Avant de développer ces titres, d'abord ces nouvelles attaques en Centrafrique. Elles ont fait une trentaine de morts parmi les civils. Le bilan fait également état de 2 militaires tués dimanche 28 novembre dans les villages de Kaïta et de Bayengu, près de la frontière camerounaise. Les autorités régionales attribuent ces attaques au groupe 3R, l'un des plus puissants groupes armés de Centrafrique. Le 14 novembre dernier, 11 civils avaient été tués dans cette région lors de tirs échangés entre soldats et groupes rebelles. Abiy Ahmed, qui aurait pris la tête de la contre-offensive contre le TPLF, appelle les rebelles à se rendre. Pour le Premier ministre, les forces gouvernementales vont l'emporter. Des déclarations au moment où les combats se poursuivent entre l'armée gouvernementale et le Front de libération du peuple du Tigré aux portes de la capitale, Addis Abeba. Graziella Tchakounte, Gladys Mamba. La victoire est proche, c'est ce qu'affirme le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, présent depuis plus d'une semaine sur le front pour asseoir sa posture de chef. Le prix Nobel de paix 2019 salue les victoires militaires contre les Tigréens dans la région d'Afar et exhorte les rebelles à se rendre. Les jeunes Tigréens tombent comme des feuilles. Ils doivent savoir qu'ils ont été vaincus et se rendre, à partir d'aujourd'hui, aux forces de défense, aux forces spéciales, aux milices et au peuple, en comprenant qu'ils participent à quelque chose qui n'a pas une vision ou un plan clair et qui ne peut déboucher sur une victoire. Des affirmations qui, pour l'heure, n'ont pas pu être vérifiées. Il faut dire qu'outre la contre-offensive d'ordre militaire, c'est une guerre de communication qui se joue sur le terrain. Il est d'ailleurs désormais interdit de diffuser, via n'importe quel moyen de communication, tout mouvement militaire n'ayant pas été au préalable officiellement publié par le gouvernement. Le TPLF dénonce des jeux de guerre farfelus. Abiy Ahmed, lui, met en scène une posture de stratège militaire. Le commandement Est a remporté une victoire inimaginable en une seule journée de planification et une journée et demie de combat. Maintenant, nous allons répéter cette victoire sur le front. Notons que cette guerre, qui dure depuis 2020 entre les forces gouvernementales et les combattants du TPLF, a fait déjà plusieurs milliers de morts, jeté sur les routes plus de 2 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire. Pour tenter d'arracher un cessez-le-feu, l'ex-président Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, mène depuis plusieurs semaines des efforts diplomatiques, mais pour l'heure, les deux camps sont loin de s'entendre sur d'éventuels pourparlers. Depuis le coup d'État mené par Mamadi Doumbouya, il était détenu au palais Mohamed V qui abrite la présidence. L'ancien président guinéen Alpha Condé a finalement été transféré dans la résidence de l'ex-première dame. Ce transfert a été annoncé lundi par la junte. Cette disposition fait partie de l'une des exigences de la CEDEAO. Mildred Diamo. Le président guinéen déchu, Alpha Condé, a rejoint son épouse après son arrestation par les éléments du Comité national de redressement et du développement, CNRD. La junte guinéenne a annoncé le 29 novembre 2021 dans un communiqué le transfert de l'ex-dirigeant renversé puis détenu à la suite du coup d'État du 5 septembre 2021 par les militaires chez sa conjointe dans la capitale Conakry. Il faut surtout saluer et encourager la junte à aller dans ce sens parce que cet allègement des conditions de détention de Alpha Condé a provoqué une grande joie dans les rangs de l'ancien parti au pouvoir. Aujourd'hui, il faudrait aller dans le sens de la décrispation, il faudrait donner des garanties de bonne foi et c'est ce qui est en train d'être prouvé par le CNRD. Après quelques mois de détention, l'ancien président Alpha Condé réside désormais chez son épouse Haja Kaba Condé, mais sous résidence surveillée, indique un communiqué diffusé à la télévision nationale par la junte au pouvoir.
Toutefois, la junte n'a pas précisé si son séjour était assorti de restrictions de la part des militaires. Le Comité national de redressement et du développement CNRD continuera à assurer à l'ex-dirigeant un traitement digne de son rang, sans aucune pression nationale ou internationale, indique le communiqué. Il y a aujourd'hui besoin pour la junte au pouvoir en Guinée de prouver qu'elle est véritablement engagée dans la dynamique de consolidation des relations qui existent entre la Guinée et la CEDEAO. Ça pourrait même aujourd'hui empêcher qu'il y ait un durcissement de ton contre la Guinée. Cet allègement des conditions de détention fait partie des exigences de la communauté des États ouest africains CEDEAO, avec la tenue d'élections dans un délai de 6 mois. L'organe sous-régional avait également suspendu la Guinée de ses instances et sanctionné les membres de la junte militaire. Cependant, la junte demande qu'Alpha Condé soit jugé. D'importants points de l'accord de paix sont toujours en suspens au Soudan du Sud, 3 ans après la signature de l'accord entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Des points dont la création d'une armée unifiée et une nouvelle constitution qui ouvrirait la voie à des élections en 2023. Cette constitution toujours en attente de rédaction, mais la jeunesse serait en passe d'être associée à son élaboration. Graziella Chakunte, Gladys Mwamba. La nation la plus jeune du monde donne la parole aux jeunes. Un atelier de 2 jours sur les priorités politiques a réuni ce 30 novembre à Juba les représentants de la jeunesse sud-soudanaise. Objectif affiché, exploiter leurs propositions afin de les inclure dans la création de politiques qui les autonomisent et assurent leur développement. C'est important pour moi en tant que jeune que je puisse exprimer mes opinions, je puisse comprendre exactement quelle constitution nous voulons avoir en tant que Sud-Soudanais et quelles sont les contributions des jeunes. Surtout, mes opinions pourraient représenter les opinions d'autres jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être ici. Il faut dire que jusqu'ici, l'implication de la jeunesse a été servie uniquement dans les discours et presque jamais dans les faits. Absent des instances représentatives alors qu'ils sont majoritaires sur le terrain, les jeunes sont pourtant de puissants acteurs de changement et principalement en période de crise. Eh bien, au départ, les jeunes n'étaient pas représentés efficacement. Vous pourriez regarder la première constitution. Leurs besoins n'étaient pas bien culqués dans la constitution. Mais avec cela, nous avons l'opportunité de donner notre version de l'histoire et comment la gouvernance du pays peut être faite en ce qui concerne les problèmes qui affectent les jeunes et comment ils peuvent être mis en œuvre. La mise en œuvre, c'est justement là le principal défi. Alors que le Soudan du Sud planche sur l'élaboration d'une nouvelle constitution, les jeunes espèrent que leur voix y trouvera enfin un écho. Le variant Omicron se répand. Depuis une semaine, un vent de panique souffle sur le monde, notamment en Afrique. Le Nigeria annonce 3 cas des personnes porteuses du nouveau variant du Covid-19. Le variant Omicron détecté en Afrique du Sud la semaine dernière ne cesse de susciter l'inquiétude. De nombreux États ont suspendu les voyages vers l'Afrique australe et instauré des dispositifs préventifs. De son côté, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déconseille aux personnes vulnérables non vaccinées de voyager dans les zones à risque. Avec des réserves de cobalt et de lithium qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de tonnes, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé dans le secteur des mines, notamment les mines de cobalt, indispensables pour la fabrication des batteries électriques. Ce minerai fait partie des matières premières les plus convoitées. Nathalie Mo. Appelés minerais du futur, le cobalt, le nickel et le lithium contribuent pleinement à assurer la ruée vers la transition énergétique dans le monde. Selon le FMI, la valeur de ces métaux devrait se multiplier par 6 d'ici 2030. La RDC, principal producteur mondial de cobalt et de lithium, dont les réserves s'élèvent à respectivement 25 millions de tonnes et 400 millions de tonnes, se positionne. La République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique basé sur les principes libéraux permettant à tout opérateur d'exploiter et de vendre librement les produits de son exploitation à des prix librement consentis sous réserve d'exécuter les obligations découlant des lois et règlements de la République.
En matière de production d'énergie verte, la RDC se présente comme la solution mondiale. Pour encourager sa transformation, le pays a procédé à la démocratisation de son secteur minier. Objectif, attirer des investissements dans la fabrication des batteries notamment, une industrie qui représente environ 8 000 milliards de dollars. La recherche et l'exploitation minière constituent le socle du développement de la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, des marchés des véhicules électriques et des énergies propres. Le défi pour la RDC est celui d'assurer la transformation locale de ces minerais, un processus de transformation qui devrait contribuer à une hausse de 3 à 4% de l'économie congolaise. Dans cette perspective, le cobalt a été désigné minerai stratégique par le gouvernement de la RDC. Le Zimbabwe, qui prélève déjà une taxe de 25% sur les importations de smartphones et une autre sur les recharges voix et données, a introduit une nouvelle taxe de $50 sur les importations de téléphones portables. Cela fait partie d'une initiative visant à augmenter les revenus pour répondre aux dépenses gouvernementales qui devraient quasiment doubler en 2022. Joël Ballot. Le Zimbabwe a introduit une série de nouvelles mesures fiscales dans son budget 2022, notamment une taxe de $50 sur tous les nouveaux smartphones importés. Cette taxe spécifique vient non seulement combattre l'évasion fiscale en cours, mais aussi renforcer la reprise économique affectée par la pandémie de Covid-19. Alors que les téléphones portables importés attirent des droits de douane modestes de 25%, les fonds réalisés indiquent cependant une évasion des droits de douane en raison de la nature des articles qui peuvent être facilement dissimulés. Cette taxe de $50 sera collectée avant l'enregistrement de nouveaux combinés cellulaires par les fournisseurs de réseaux mobiles. Cependant, lorsque les droits auront été payés, l'administration fiscale du Zimbabwe remboursera la taxe dans les 30 jours suivant la réception du paiement de l'opérateur de réseau mobile. Aujourd'hui, on sait qu'il est très important de développer la téléphonie mobile avec Internet. Et c'est clair que si à chaque fois que vous devez acheter un téléphone, quel qu'il soit, vous devez payer en plus $50 de charge, il y a des personnes qui n'ont pas cet argent-là à mettre. Il faudrait plutôt que le gouvernement zimbabwéen, le plus rapidement possible, essaie de mettre en place de véritables sources de financement autres que des taxes de ce type-là. Comme la téléphonie mobile, les produits laitiers, les boissons énergisantes importées auront aussi de nouvelles taxes selon le budget national 2022 du Zimbabwe. Une opération décriée par les consommateurs qui craignent le risque d'un recul du taux de pénétration de la téléphonie mobile qui était de 87,8% au premier trimestre 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.